les conférences du Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Donc on accueille ce soir Sébastien Albertelli, qui est historien, qui a beaucoup travaillé sur la France libre, notamment sur le BCRA, qui est d'ailleurs co-commissaire d'une exposition qui est en cours d'élaboration chez nos collègues du Musée de l'Ordre de la Libération à Paris, qui va s'appeler les agents secrets du Général. Les agents secrets du Général. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est là ce soir. C'est dans le cadre de notre cycle sur l'histoire des femmes dans la Seconde Guerre mondiale, pour nous parler d'un groupe de femmes finalement peu connues. Alors, pour ceux qui nous suivent avec attention, il est arrivé qu'on fasse des conférences biographiques, voire des conférences animées avec Anne Bauer, qui faisait référence à certaines de ces femmes. Mais on n'avait pas encore traité de ce corps, alors il s'appelle corps féminin dans un premier temps, ce qui est un peu malheureux, et assez rapidement le corps des volontaires françaises, donc ce sont des Françaises libres. On parle sans doute pas assez chez nous d'ailleurs de la France libre, on est plus centré sur la résistance intérieure, mais voilà, ce soir on se rattrape sur tous les terrains. Et donc on vous propose de découvrir ces 600 femmes et leur histoire. Et puis peut-être d'échanger un peu à l'issue. C'est possible qu'on soit obligé d'exfiltrer assez rapidement notre conférencier qui a un train à Perrache à 20h50, je crois. Donc voilà, on ne prolongera pas au-delà de 20h15, 20h, 20h15, voilà. Je vais essayer de ne pas parler pendant 1h30 pour vous laisser le temps de pouvoir poser des questions si vous avez des questions, de prendre la parole. Voilà. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité pour parler d'un sujet alors qui, pour moi, paraît déjà loin, un petit peu loin, parce que je suis passé à d'autres recherches et que ce livre est sorti juste avant le confinement en 2020. Donc, il a eu la chance d'être en librairie avant le confinement. Pas comme ces livres qui étaient dans des cartons au moment où ça a été décidé, pour lesquels ça a été plus compliqué. Mais voilà. Donc, je vous propose de partir avec cette photo, qui est une photo qui a été prise à Londres le 11 novembre 1942, et qui est, à mon sens, assez typique de la façon dont longtemps la France libre a été abordée. Vous avez le général de Gaulle au premier plan, bien net, et puis vous avez en arrière-fond, en arrière-plan, un ensemble de gens flous, et ici, en l'occurrence, des femmes. Uniquement des femmes, donc des femmes de ce corps militaire, mais qui sont tout à fait floues. Et c'est de cette manière-là que la France libre a été abordée. Pendant très longtemps, on s'est focalisé sur le seul général de Gaulle. C'était un peu, la France libre, c'était un peu l'histoire d'un personnage. Et puis, progressivement, les historiens ont élargi, historiennes ont élargi leurs recherches. Et on a maintenant des études sur, disons, les grands personnages importants, sur les Français libres. On a une sociologie, j'en reparlerai tout à l'heure, par exemple, de Jean-François Murassiol, sur qui sont les Français libres. Moi, j'ai étudié les services secrets, etc. Bon, maintenant, on a quand même vu un peu les principaux aspects. Les femmes, elles, étaient restées largement ignorées de cette évolution de la recherche sur la France libre. Je dois dire d'ailleurs que je ne peux pas faire la leçon à quiconque, parce que j'ai consacré de très longues années à une thèse sur les services secrets du BCRA, de la France libre, le BCRA. Et à la fin de la guerre, le BCRA à Londres, c'était à peu près 3 femmes pour un homme. 3 fois plus de femmes que d'hommes dans le service. Et j'ai dû y consacrer 1500 pages en tout, dont peut-être 2 pages aux femmes. Voilà. Voilà. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on peut faire ce constat? On peut voir trois raisons principales. D'abord parce qu'on n'y peut rien, les historiens et les historiennes n'échappent pas à la règle, sont de leur temps, et qu'ils ont tendance à s'intéresser à ceux qui intéressent la société dans son ensemble. Or, les femmes intéressent depuis longtemps, mais le regard systématique que l'on porte sur les femmes dans toutes les questions historiques, lui, est très récent. Il est très très récent, je dirais qu'il date d'une dizaine d'années seulement. C'est seulement depuis une dizaine d'années que, vraiment systématiquement,
ne pas aborder cet aspect-là constitue un biais cognitif. Donc que vraiment systématiquement, on s'est astreint à essayer de comprendre quelle est la place des femmes, de la même manière qu'on a le même mouvement pour les étrangers, par exemple. Bon, ça c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que très longtemps, disons que la perspective générale avec laquelle on abordait la France libre, c'était une perspective, disons, politique et combattante. Donc la construction politique et les combats, la deuxième DB, la première DFL, etc. Or, c'est le cas aussi pour le BCRA, il se trouve que dans le domaine de la décision politique et dans le domaine des combats traditionnels, le rôle des femmes est, j'allais dire minime, en fait quasi inexistant. Donc ce n'est pas tout à fait absurde qu'elle n'ait pas été vraiment dans l'image. Bon. Et puis la troisième raison, ce sont les archives. C'est-à-dire que pour étudier un sujet en histoire, il n'y a pas de mystère, il faut avoir des archives. Or, il n'y a pas d'archives constituées, y compris pour un sujet comme celui que j'ai étudié. C'est-à-dire, je vais vous en reparler, c'est une unité militaire, qui a un nom, etc. Même pour cette unité militaire, il n'y a pas de fonds d'archives constitué. Il n'y a pas un endroit où il y aurait 10, 15, 20 cartons avec toutes les archives de l'unité. Rien du tout. Donc pour pouvoir étudier ces femmes, il faut aller chercher dans toutes les directions. Il faut, pour tout dire, en réalité, ce n'est pas un sujet que j'aurais pu faire il y a 20 ans. C'est un sujet que j'ai pu traiter là, tout simplement parce que j'avais déjà l'expérience des fonds et que si je vous ai dit que je ne m'y étais pas intéressé systématiquement, en réalité, j'ai commencé mes recherches en 98-99. Je me suis rendu compte a posteriori que sans m'arrêter sur les femmes, j'avais répertorié tout à fait systématiquement dans mon ordinateur, mon meilleur ami, l'ensemble des références aux femmes que je rencontrais dans les fonds. J'ai consulté des milliers de cartons, et sur ces milliers de cartons, parfois c'est une feuille. Donc évidemment, personne ne serait allé chercher cette feuille à cet endroit-là. Donc ce n'est pas un sujet qu'on peut aborder en premier, il faut déjà avoir un petit peu d'expérience des archives pour pouvoir l'aborder, c'est ce qui s'est passé pour moi. Bon. Alors, et en même temps, qu'est-ce qui m'a amené, moi, à m'y intéresser? C'est très personnel, mais ça me plaît de le rappeler. Ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres avec deux femmes, en l'occurrence. Tereska, qui s'appelait Torres à la fin de sa vie, qui s'appelait Schwark quand elle s'est engagée, et puis Paulette, qui s'appelait Levaleur à la fin de sa vie, et qui s'appelait Stödler en 1940. Donc deux jeunes filles de 1940-41 qui s'étaient engagées, que moi j'ai rencontrées ensuite à la faveur de mes travaux, qui sont devenues des amies, et dont j'ai eu envie de savoir d'abord ce quelles avaient été leurs histoires, et puis de finalement leur apprendre des choses, de découvrir un peu l'histoire collective dans laquelle elles s'étaient intégrées. Et donc voilà, je me suis lancé dans cette recherche, et c'est un peu à la découverte un peu de ces femmes que je vous invite là. Alors, ces femmes, elles sont environ, on peut discuter un tout petit peu du chiffre, mais environ 600. Donc c'est un groupe d'environ 600 femmes qui ont une caractéristique majeure, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'armée française, elles sont militaires. Voilà. Pour la première fois, on a, avec cette unité, des femmes militaires. Alors, généralement, quand je dis ça, on me répond, mais en fait, c'est quand même pas la première fois qu'on voit des femmes en uniforme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plein de photos de la Première Guerre mondiale avec des femmes en uniforme. Là, vous avez une photo qui est prise en 1940, donc avant la France libre, avant la défaite de la France, et on voit déjà des femmes en uniforme. Bon, la réponse à ça, c'est que l'habit ne fait pas le moine et l'uniforme ne fait pas le militaire. En fait, jusqu'à la création de l'unité dont je vais vous parler, les femmes sont, on peut dire, si on veut, déguisées en militaires. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on leur met un uniforme pour des raisons pratiques, essentiellement parce qu'elles ont à circuler dans des zones militaires et que sans uniforme dans une zone militaire, vous êtes sans arrêt arrêté parce que vous n'avez pas de raison d'y être. Donc, on les déguise en militaires, mais elles ne sont pas militaires. Elles n'ont aucun statut, elles n'ont pas de solde, elles ne sont pas engagées, elles n'ont pas de grade, elles n'ont évidemment pas elles peuvent avoir accès à aucune reconnaissance, à aucun titre, rien du tout. Voilà. Et on peut les renvoyer du jour au lendemain chez elles si ce qu'elles font ne plaît pas. Elles n'ont aucun statut qui les protège d'une façon générale. Voilà. Alors que le militaire, celui qui est membre de l'armée française, il a un statut
comme n'importe qui le protège, et c'est à ce statut que ces femmes vont accéder. Alors, ce qui montre bien l'évolution, c'est Hélène Terré, ici, que vous avez ici. On voit, donc Hélène Terré, elle est dans cette unité qu'on appelle les sections sanitaires automobiles pendant la guerre de 39-40. Elle est en uniforme, mais sur cette photo, elle est civile. Sur cette photo, la même Hélène Terré, avec le même uniforme, le même, alors elle a légué son ceinturon à un musée. Pardon, dites-moi, il y a un problème? Non, je ne sais pas, c'est la même personne? Oui, c'est la même personne. C'est la même personne à quelques mois d'intervalle, même uniforme, même ceinturon, on a récupéré son ceinturon, etc. Sauf que à droite, elle est civile, déguisée en militaire, à gauche, elle est militaire à Londres, elle a un grade, elle est capitaine puis commandant, chef de l'unité dont je vais vous parler. Donc le basculement, c'est celui-ci. Alors, elles sont, je vous ai dit 600, elles ne s'engagent évidemment pas, l'unité est créée en 1940, elles ne sont pas 600 en 1940, ça va monter très lentement en puissance. À la fin de 1940, elles sont 100, et puis ça va monter très lentement. Début 1942, elles sont 150, et au moment où elles seront le plus nombreuses, on est mi-43 à peu près, elles seront 380 à peu près. 380, alors vous voyez tout de suite qu'il y a un petit problème. Si au moment où elles sont le plus nombreuses, elles sont 380 et qu'en tout il y en a 600, ça vous dit que, en fait, contrairement aux hommes, les femmes peuvent quitter l'engagement militaire. Les hommes qui s'engagent dans la guerre en 1940, 41, etc., ils ne peuvent pas quitter l'armée. Ils ont pris cet engagement, malheureusement pour eux, la seule manière de partir, c'est s'ils meurent. Mais pour le reste, ils sont dans l'armée. Les femmes, et là on commence à voir qu'il y a un engagement qui est de nature quand même un peu différente, elles peuvent quitter, et donc il y en a un certain nombre effectivement qui quitteront. D'accord ? Alors, ces 600 femmes, elles ne représentent pas l'intégralité des femmes de la France libre, loin de là. D'abord parce qu'il y a d'autres femmes militaires, pour des raisons que je n'ai pas réussi à élucider, mais il y a d'autres femmes militaires qui s'engagent dans d'autres unités, notamment des unités sanitaires, en fait. Donc vous avez des médecins, des infirmières, femmes, qui s'engagent dans des unités, qui ont un vrai statut militaire aussi, avec un numéro de matricule, etc., mais différents de cette série-là. Les 600 dont je vais vous parler, elles ont un matricule dans les 70 000. La première a 70 000 et ça va jusqu'à 70 595. Voilà. Donc il y en a qui ont des numéros de matricule d'hommes. 50, 55 000, etc. sont des numéros de matricule d'hommes, mais ce sont des femmes qui sont engagées dans d'autres unités. Et puis, vous avez également énormément de civils qui s'engagent dans la France libre, donc qui ne s'engagent pas, qui ne prennent pas l'uniforme, qui ont un statut qui est très compliqué à évaluer, pour lequel les études sont très compliquées parce que les sources sont très très rares. Donc on connaît quelques cas, vous avez tous entendu parler d'Elisabeth de Méribel qui a tapé l'appel du 18 juin du général de Gaulle, ou ce genre de choses. Voilà. Elles sont civiles et on les connaît, pour tout dire, extrêmement mal. Enfin, il y en a beaucoup. Et je ne parle pas, là je parle uniquement de la France libre, qui disparaît en juillet 1943, et puis vous avez des milliers de femmes, là pour le coup, qui seront engagées en Afrique du Nord à partir de 1943, mais qui ne sont pas membres de la France libre, qui sont membres de l'armée d'Afrique. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, pourquoi cette unité, pourquoi cette révolution, d'une certaine façon? Pourquoi est-ce que cette unité a été créée au sein de la France libre? Je sais que le général de Gaulle est rentré dans l'histoire par un geste révolutionnaire, enfin un geste de désobéissance, mais pour le reste, ce n'était pas quand même un très grand révolutionnaire. Il était plutôt traditionnel. Donc pourquoi est-ce qu'il a accepté de créer une unité spécifique pour les femmes alors que ça ne se faisait pas dans l'armée française? Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a un peu ce qu'on pourrait appeler la pression de la base. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de volontaires qui arrivent à Londres en 1940, qui s'échappent de France, qui arrivent à Londres, qui sont en uniforme, qui viennent, par exemple, Hélène Terré, qui viennent de cette unité, les sections sanitaires automobiles. Elles arrivent en uniforme, elles sont, je vous l'ai dit, civiles, mais elles ne se vivent pas comme telles. Elles se vivent comme militaires. Elles pensent à la rigueur qu'elles sont militaires. Et donc, elles demandent à intégrer les forces françaises libres, c'est-à-dire l'armée du général de Gaulle. Elles font le forcing un petit peu pour rentrer. Bon, pour tout dire, hein, les officiers de la France libre qui les reçoivent en 1940, ils ne savent pas trop quoi faire d'elles. Donc ils leur disent, bon, laissez votre nom, on vous rappellera, et ils les rappellent s'ils ont le temps. Donc, mais en tout cas, ces volontaires mettent la pression.
La deuxième raison, c'est que la France libre est extrêmement pauvre en hommes. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête un certain nombre de chiffres. Hein. La Seconde Guerre mondiale, c'est 90 millions de soldats mobilisés. La France libre, sur toute son histoire, si on met tout bout à bout, c'est 70 000 hommes. 70 000 hommes et quelques femmes. Donc, c'est-à-dire une goutte d'eau, rien. D'accord ? D'autant que le général de Gaulle, son ambition, ce n'est pas de créer une division de 70 000 hommes, c'est de représenter la France, c'est-à-dire d'avoir des hommes partout. Donc il y a des hommes de la France libre qui se battent partout, sur tous les océans, dans les airs, sur le front de l'Est, la division le Normandie-Yémen, en Afrique noire, en Afrique du Nord, partout, partout, partout. Donc ces 70 000 hommes, c'est personne, c'est rien, ça rend leur engagement encore plus valeureux, hein, et il est tout dispersé partout dans le monde. Donc pour faire simple, la France libre est vraiment trop pauvre en hommes pour pouvoir négliger les femmes. Voilà, impossible, ils ont besoin des femmes. Et puis la dernière raison, c'est que la France libre est née en Angleterre. Et que l'Angleterre, les Anglais ont été précurseurs dans cette intégration des femmes dans l'armée. Ils ont créé une unité, eux, pendant l'entre-deux-guerres, qui s'appelle les ATS. Les ATS, c'est d'ailleurs une femme française en uniforme en 1940, généralement à Paris, quand on l'arrête dans la rue, tout le monde croit qu'elle est anglaise. Voilà, parce que ce sont les Anglaises qui, déjà pendant la Première Guerre mondiale, avaient créé cette unité-là. Et pour le général de Gaulle, c'est, d'une certaine façon, c'est un modèle, c'est-à-dire qu'on va faire pareil, mais surtout, quand on connaît la psychologie du général de Gaulle, c'est un danger. Ces femmes anglaises sous l'uniforme, le risque, c'est que si on ne crée pas une unité spécifiquement pour les Françaises qui veulent s'engager, elles aillent s'engager dans l'armée anglaise. Et ça, pour de Gaulle, un Français ou une Française qui s'engage dans l'armée anglaise, c'est une trahison. D'accord ? Donc, il va créer une unité pour pouvoir accepter les volontaires françaises, pour leur donner la possibilité de combattre dans cette unité. Voilà. Donc, on crée cette unité, elle naît en octobre-novembre, il y a des différentes dates, mais enfin bon, octobre-novembre 1940, il y a un accord avec les Britanniques, les Français n'ont rien, hein, les Français libres, vous le savez, à Londres, ils n'ont rien, et donc on crée l'unité, les Français recrutent, et puis toute la formation va être assurée par les Anglais, par les Anglaises en l'occurrence, dans les camps des ATS, justement. Bon. Comme c'est le cas pour les hommes, hein, on les forme dans les écoles, dans des centres britanniques. Bon. Alors, on va essayer de comprendre qui sont ces 600 femmes. Enfin, on va essayer de se les présenter. Pour ça, je vais répondre à 3 questions simples. 1, qui sont-elles? Un portrait de ce qu'elles sont. 2, quelle expérience vivent-elles? Et 3, que font-elles? Bon. Donc, qui sont-elles? Qui sont-elles? D'abord, ce sont de jeunes femmes. Ce sont de jeunes femmes. Là, vous avez une photo du premier groupe engagé en 1940, qui est une photo assez trompeuse. Parce que ce premier groupe, il est plus âgé que la moyenne. Il est à 33 ans plutôt, et la moyenne d'âge va fondre aussitôt après. Pourquoi est-ce que alors, la moyenne d'âge sur toute la guerre, c'est 27 ans, mais ça va descendre vers 24 ans en 1942. On est plutôt dans ces âges-là. Pourquoi? Aucune surprise, c'est une unité militaire, avec un entraînement militaire. Et donc là, les plus âgées de celles que vous voyez sur la photo, elles ont été engagées parce qu'en 1940, on prend un peu tout le monde, mais très rapidement, en fait, elles vont quitter l'unité parce qu'elles n'arrivent pas à suivre l'entraînement militaire, tout simplement. Hein. Il faut quand même être capable de courir, etc. Donc voilà. Cet âge moyen, il y a quelqu'un que sa maman appelle. Ouais. Donc cet âge moyen, il est très proche de celui des hommes. D'accord ? Alors, je vous parlais tout à l'heure, on a un bon référentiel, hein, Jean-François Murassiol, un historien de Montpellier, a écrit un livre il a fait une habilitation sur les Français libres, et donc on a toutes ces données-là pour les Français libres dans leur ensemble, et donc essentiellement pour les hommes, donc on peut comparer. Bon. L'âge moyen, c'est pareil. La répartition par âge de ces femmes, c'est pareil. En gros, vous en avez 1 sur 2, comme les hommes, qui ont entre 20 et 29 ans, donc on est vraiment dans cette tranche d'âge. Vous en avez 1 sur 4 à peu près qui a moins de 20 ans, et le reste qui a plus de 30 ans, et vous en avez quelques-unes qui ont plus de 40 ans, rares. Voilà. Après, évidemment, vous avez des exceptions, hein. Normalement, ça commence à 18 ans, les plus jeunes qui se sont engagées, elles ont 16 ans, et puis il y en a qui vont jusqu'à 60 ans, il y en a 1 ou 2 qui ont réussi à s'engager à 60 ans, soit parce qu'elles servaient déjà, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale. Donc,
pas comme militaires, mais enfin sous l'uniforme, et donc on leur a donné le droit de le faire à nouveau pendant la deuxième, soit parce qu'il y en a une, par exemple, elle est femme de général, et que les femmes de généraux, ça a plus de droits que les autres, donc on l'admet dans l'unité. Voilà, donc il y a un petit peu tout ça. Alors, donc voilà, ça c'est la répartition par âge. Là encore, c'est la même chose pour les hommes et pour les femmes. Un aspect qui est intéressant dans cet engagement, c'est que très souvent, c'est une histoire familiale. C'est-à-dire que sur ces femmes, vous en avez une soixantaine qui servent avec quelqu'un d'autre de leur famille. Donc ça peut être leur mère, leur fille, leur sœur, etc. Donc vous en avez, alors vous avez des cas, je vous ai mis quelques cas là, vous avez par exemple la famille Duval. Rose, Monique et Jeanne-Marie sont 3 sœurs qui se sont évadées le 19 juin 1940 du Portel sur un bateau de pêche, le bateau de pêche familial. Elles ont pris le bateau, elles se sont réfugiées en Angleterre et elles se sont engagées 1 an et demi plus tard, début 1942, avec leur cousine Marie-Joseph. Donc 4 membres là, de la même famille qui sont pour le coup, elles, de la même génération. Pour la famille Kidd, vous avez Janine et Suzanne, donc les 2 sœurs, qui s'engagent, je ne veux pas dire de bêtises, elles ont 18 et 16 ans, qui s'engagent en avril 1942. En avril 1942, et leur mère, Jeanne, s'engage 1 an plus tard, donc les rejoint 1 an plus tard dans l'unité. Voilà. Bon, il y en a d'autres. Si j'avais mis aussi la famille Rothschild, par exemple. La famille Rothschild, Monique et Nicole s'engagent en première, là aussi, et sont rejointes par leur mère, Claude Rothschild, la femme du baron Rothschild. D'ailleurs, Nicole Rothschild, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vue sans le savoir. En fait, elle est devenue actrice après, sous le nom de Nicole Stéphane, et elle joue, par exemple, c'est elle là, elle joue le rôle de la nièce dans Le silence de la mer, adapté par Jean-Pierre Melville, en 1947. Voilà. Donc, d'un point de vue âge, famille, etc., on est très proche de ce qu'on observe chez les hommes. Maintenant, d'un point de vue sociologique. D'un point de vue sociologique, là, on est totalement à l'opposé de ce qu'on observe pour les hommes. C'est-à-dire que pour les hommes, pendant longtemps, le discours a été de dire la France libre, vu qu'elle représentait la France, c'était une sorte de petite France en miniature, représentative, une sorte de sondage de la France qui représentait la France. Or, Jean-François Murassiol a démontré que ce n'est pas du tout vrai. Il a appelé ça, la France libre, il a une formule qui est « les élites sans le peuple ». La France libre a une quantité de gens issus des élites économiques, intellectuelles, qui est totalement disproportionnée. Voilà. Vous avez plus de la moitié des Français libres, par exemple, qui ont le bac, alors qu'à l'époque, 6% de la population a le bac. Vous avez peu d'ouvriers, vous n'avez pratiquement pas de paysans, alors qu'à l'époque, les paysans représentent encore une grosse partie de la population. Donc, la sociologie des Français libres, dans leur ensemble, n'est pas du tout celle de la France. Pour les femmes, ce n'est pas le cas. Pour les femmes, on a une tellement grande variété qu'il est impossible de dresser un portrait robot de ces femmes. On va vraiment du haut en bas de l'échelle sociale. Vous avez dedans, bien sûr, alors je vous ai montré, vous avez des familles de la grande bourgeoisie, voire de la noblesse, donc Rothschild, les deux patronnes, celles qui vont créer l'unité. La première, elle s'appelle Simone Mathieu. Elle est un peu oubliée aujourd'hui, peut-être vous avez entendu son nom, parce que le stade de Roland-Garros a donné son nom au dernier cours de tennis qui a été inauguré l'année dernière, parce que c'était la numéro 1 française de tennis, elle a gagné Wimbledon, Roland-Garros, etc. Enfin, c'était une grande championne, milieu de la bourgeoisie. Hélène Terré, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est la deuxième patronne aussi, c'est une éditrice, elle vient de la bourgeoisie. Mais à côté de ça, on a énormément de serveuses, beaucoup de gouvernantes, de vendeuses, de téléphonistes, etc. Voilà, il n'y a pas du tout de portrait robot, et ça va poser d'ailleurs un certain nombre de problèmes, le fait, cette dispersion sociologique. Ça distingue énormément cette unité-là d'autres unités féminines que vous pouvez peut-être connaître. Par exemple, on parle des Rochambeau après en Afrique du Nord, etc., qui, elles, sont sociologiquement très très marquées, comme l'étaient les unités féminines d'avant-guerre de civils déguisés, tout simplement parce que ces femmes n'étaient pas payées.
à partir du moment où elles n'étaient pas payées, forcément, on recrutait dans une catégorie très spécifique de la population, généralement la grande bourgeoisie ou la noblesse, dans laquelle les femmes faisaient des œuvres, ce qu'on appelait des œuvres. Voilà. Donc on a un milieu vraiment très différent. Là, on a une unité avec des jeunes filles ou des jeunes femmes qui viennent vraiment de tous les milieux. Leur origine géographique, maintenant, d'où viennent-elles ? D'où viennent-elles? Alors bien sûr, il y en a un certain nombre qui fuient la France en 1940, mais vous avez déjà vu des images, vous avez déjà lu des choses là-dessus. Fuir la France en 1940, c'était tout sauf aisé pour un homme, encore plus difficile pour une femme. Laisser monter une femme sur un bateau en 1940 n'était pas du tout évident. On laissait monter d'abord les Anglais, ensuite les soldats français, et pour le reste, c'était plus... Sauf si on avait un appui. Bon, je vous montrerai tout à l'heure une femme évidemment qui était proche des milieux gouvernementaux, donc elle trouve une place dans un bateau. Mais pour les autres, celles qui ont réussi à s'évader en 1940, généralement, elles ont forcé le passage. Voilà, on a tout un tas d'histoires, elles forcent le passage, elles se déguisent, elles mettent une capote militaire et elles foncent pour monter sur les bateaux, puis après elles se cachent sur le bateau le temps qu'ils partent et le temps qu'on ne puisse plus les en enlever. Bon. Mais enfin, voilà, c'est compliqué pour une femme de monter sur un bateau et on va voir que ce sera toujours compliqué par la suite. Ensuite, vous avez tout un tas de femmes qui sont déjà en Angleterre, en fait, en 1940. Elles sont déjà en Angleterre, soit parce qu'elles y travaillent. Je vous ai dit, il y a beaucoup de gouvernantes, par exemple, dans ces femmes. Pourquoi ? Parce que gouvernante, c'était un métier typiquement français dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres. Voilà, c'était dans les bonnes familles, on voulait une gouvernante française qui apprenne à parler français aux enfants, etc. Et puis, vous en avez qui ne travaillaient pas là, qui étaient là par pur hasard. Vous avez tout un tas d'étudiantes. Vous avez des jeunes filles qui sont en échange linguistique, qui sont juste en vacances et qui se retrouvent coincées en Angleterre. Vous en avez même qui sont là par pur hasard. Je pense par exemple, quand les Allemands approchent de Boulogne, l'orphelinat de Boulogne est évacué en bateau pour aller en Normandie. Le bateau traverse la Manche mais est détourné et doit accoster en Angleterre. Les gamines sortent du bateau, on ne sait pas quoi en faire, on les emmène dans un orphelinat au nord de l'Angleterre et elles restent là. Elles sont très jeunes, mais à partir de fin 43-44, vous en avez un certain nombre qui ont l'âge et qui redescendent jusqu'à Londres et s'engagent dans cette unité. Voilà. Donc, un certain nombre donc, sont là, par hasard, disons. Ensuite, il y a quelques femmes qui vont venir soit de l'étranger, soit de l'Empire. Alors, il y a mes favorites, qu'on appelle les deux Raymonde, Raymond Jor et Raymond Rowley, qui sont des stars là d'où elles viennent de Nouvelle-Calédonie. En septembre 40, la Nouvelle-Calédonie a basculé du côté de la France libre. C'est une des parties de l'Empire qui a basculé du côté de la France libre. Et vous avez tout un tas d'hommes et de femmes qui veulent s'engager dans la France libre. Bon, les hommes ils vont rentrer dans ce qu'on appelle le bataillon du Pacifique, et les femmes, on n'en a pas vraiment besoin jusqu'à Londres, c'est quand même vraiment l'autre bout de la planète, mais on choisit les deux premières, donc ces deux-là, et on leur fait faire le tour de la planète pour les envoyer à Londres. Elles n'étaient jamais sorties de leur île, elles vont passer en Nouvelle-Zélande, en Australie, traverser le canal de Panama, Halifax au Canada, et arriver en Angleterre. Pourquoi avoir fait tout ça pour faire venir deux jeunes femmes à Londres ? Tout simplement parce que la France libre prétend incarner la France, et donc elles vont incarner le ralliement de l'Empire à la France libre. Et donc on va les voir, on va faire des reportages sur elles, enfin elles vont être utilisées par la propagande de la France libre pour illustrer ce ralliement de l'Empire voilà, au mouvement et au général de Gaulle. Il y en a d'autres qui viennent de l'étranger, souvent, en fait, l'étranger, je pense par exemple à Lisbonne ou je pense aux États-Unis, certaines arrivent à fuir aux États-Unis puis veulent aller à Londres. En fait, l'étranger, c'est souvent un cul-de-sac aussi pour ces jeunes femmes, tout simplement parce qu'elles ne trouvent pas de place sur un bateau. Voilà. Avant mi-43, il est très compliqué pour une femme de trouver une place sur un bateau, pour rien dire évidemment d'un avion. Donc voilà, très souvent, elle se retrouve coincée ailleurs dans le monde, mais sans pouvoir gagner Londres. Et puis, évidemment, dans un certain nombre de cas, c'est plus dramatique que ça. Prendre un bateau pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas une croisière, hein, c'est la guerre. Donc plusieurs vont mourir parce que leur bateau a été torpillé. Vous connaissez peut-être Marie Aquin, une des 6 femmes
compagnons de la Libération, il n'y en a que 6. Elle était en Angleterre, mais avec son mari, elle repartait en Asie pour une mission. Quand le bateau a été torpillé, ils sont morts tous les deux, enfin tout le monde est mort d'ailleurs. Et puis vous avez un cas, Lucienne Mauchin. Lucienne Mauchin, bon, je ne vous raconterai pas ça, enfin, elle a une histoire très riche et très triste d'une certaine façon. Son fiancé est parti à Londres et s'est engagé dans la France libre. Il a été parachuté en France, etc. Il a été déporté ensuite. Et elle a voulu le rejoindre. Elle s'est engagée en Argentine, puis elle a pris le bateau. Et le bateau a été torpillé. Pratiquement tout le monde a été sauvé. Et elle fait partie d'un groupe qui était sur une chaloupe qui a disparu, dont on ne sait pas ce qu'il est. Donc soit la chaloupe a été torpillée, soit ils ont coulé, enfin on ne sait pas. Et donc elle est morte avant même d'être engagée, mais l'armée, la France libre, les forces françaises libres ont tenu à l'engager malgré tout, c'est-à-dire qu'elle a un numéro de matricule qui figure dans les registres qui n'a été donné à personne d'autre. Bon, voilà. Et puis ensuite, pendant la guerre, je ne parle plus de 1940, là, vous avez des femmes qui réussissent à s'évader de France. C'est un petit filet, hein, mais vous en avez. Certaines, d'ailleurs, ont d'abord servi dans la Résistance, puis vont s'évader. Alors, certaines, c'est toujours des aventures rocambolesques, hein, certaines réussissent à traverser la Manche, certaines vont passer à partir de novembre 1942, vont traverser les Pyrénées pour aller en Espagne et essayer de trouver un bateau, Portugal, et essayer de trouver un bateau qui les emmène à Londres. Certaines vont passer en Afrique du Nord, traverser la Méditerranée, par exemple à partir de Tanger, pour essayer de rejoindre Gibraltar, et de là gagner l'Angleterre. Et alors, voilà, alors là, mystère. Donc, là, je vais vous montrer des images d'une de ces jeunes femmes qui a réussi à s'évader, qui arrive à Londres. Elle s'appelle Mademoiselle X, on l'appelle à l'époque Mademoiselle X. Moi, j'ai mené l'enquête et donc elle s'appelle Antoinette Bondu. Elle a été engagée dans la Résistance en Bretagne et elle arrive en Angleterre et on la filme. C'est quand même des images tout à fait exceptionnelles. Alors, je ne sais pas ce que va donner le son. J'espère que parmi vous, il n'y en a pas trop qui étaient profs d'anglais. Donc, voilà, un certain nombre réussissent à s'évader comme elle. Elle a une histoire compliquée. Voilà. Et puis, l'unité, vous le lisiez tout à l'heure, l'unité s'appelait au départ le corps féminin. Bon, corps féminin, vous imaginez que ça a donné lieu à tout un tas de plaisanteries. Donc, on a changé le nom en 1941 pour le corps des volontaires françaises, le CVF. Si vous lisez des choses sur lui, généralement, on lit corps des volontaires féminines. Ce n'est pas du tout le corps des volontaires féminines, c'est le corps des volontaires françaises. Et c'est d'autant plus intéressant qu'au moment où on change le nom, on autorise les étrangères à s'engager. Au départ, c'est une unité qui est réservée aux Françaises. Et puis, on autorise les étrangères à s'engager. Et au final, j'ai découvert un peu surpris que 1 sur 3 à peu près, sur les 600, 1 sur 3, en fait, n'est pas française. 1 sur 3 de ces volontaires est étrangère. Ce sont pour l'essentiel, pas uniquement, mais pour l'essentiel des Britanniques, qui ont un héritage français dans leur ascendance, généralement, qui ont une mère, une grand-mère française qui a perdu sa nationalité en se mariant à un Britannique, puisqu'avant la guerre, on perdait sa nationalité pour une femme en se mariant, et qui, de cette manière-là, essaye de se raccrocher à un héritage, parfois d'ailleurs essaye de raccrocher à une langue aussi, qu'elle maîtrise plus ou moins bien, etc. Donc vous avez cet héritage. Qu'est-ce que ça nous dit qu'il y ait tant d'anglaises ? Eh bien, ça nous dit qu'il n'y a pas assez de françaises. En fait, ça nous dit que les Françaises qui sont en Angleterre, parce qu'il y a une grosse communauté française en Angleterre depuis l'entre-deux-guerres, en fait, elles s'engagent insuffisamment, ce qui n'est pas original. Dès avant-guerre, même l'unité dont je vous ai montré des images, les sections sanitaires automobiles, alors qu'on est en France, donc il y a 40 millions de Françaises et de Français, hein, ils ne trouvent pas assez de volontaires françaises. Voilà, l'uniforme n'attire pas du tout les femmes françaises, et par conséquent, il n'y a pas assez de volontaires. Hélène Terré est furieuse, elle fait le tour de l'Angleterre, en pointant du doigt toutes celles qui ne s'engagent pas et en essayant de les amener à s'engager, mais il n'y aura jamais assez de Françaises. Voilà. Donc, d'où le fait qu'on va intégrer des Anglaises. Je ne résiste pas quand même au plaisir de vous lire la manière dont Jacqueline Cromie, donc britannique, justifie le fait qu'elle s'engage dans l'armée française. Elle dit « J'ai vécu en France au temps de sa splendeur, je veux la servir aujourd'hui dans sa détresse ». Donc il y a une forme de fidélité, là pour le coup, une forme de fidélité au pays dans lequel elle a vécu avant-guerre. Alors quelles sont les motivations ? Pourquoi est-ce qu'elle s'engage ? De façon pas surprenante, on trouve dans les sources, on pourra dire un mot si vous voulez des sources après, mais on trouve dans les sources d'époque les mêmes mots que chez les hommes. Les mêmes mots assez vagues qui disent « je veux faire quelque chose d'utile ». Voilà, on retrouve ça dans
pratiquement tous les interrogatoires des hommes aussi. Je veux faire quelque chose d'utile. Bon, et elles estiment que ça peut être utile. Et puis, comme pour les hommes, on va trouver des preuves de patriotisme extrêmement fortes. Voilà. Alors c'est une valeur qui est plus très à la mode, mais en 1940, 41, 42, voilà, c'est quelque chose que ces jeunes femmes revendiquent. Je vais vous lire quelques passages juste pour que vous réalisiez. J'ai choisi à dessein des textes qui datent de l'époque. Tereska Schwartz, par exemple, écrit le 27 juin 1940. « Le gouvernement français qui a trahi son pays, qui a vendu la France à l'ennemi depuis déjà longtemps, ce même gouvernement à la solde de l'Allemagne, résidant à Vichy, vient de rompre les relations diplomatiques avec l'Angleterre. C'est d'une telle indignité que j'ai honte d'être française. Heureusement qu'il y a De Gaulle. Chaque soir, nous écoutons à la TSF la BBC, affreusement brouillée. Que ces voix françaises font du bien, c'est le meilleur moment de la journée. » Voilà. Alors, il y en a d'autres, je vais en passer un, mais je vous lis par exemple Raymond Jor. Donc, Raymond Jor, c'est une des deux néo-calédoniennes, qui écrit à une amie, c'est une lettre que j'ai retrouvée dans un carton de censure postale. Donc, j'ai retrouvé une de ces lettres qu'elle écrit à une amie en octobre 1941. « Quand je pense que la France a été prête à être vendue, donnée à cette horrible race nazie, sans aucune difficulté, sans aucune défense, comme ça, comme on donne n'importe quoi, et qu'un homme, un seul homme, un vrai Français, n'a pas voulu connaître cette honte et a voulu se battre pour l'honneur seulement, a réussi une chose splendide qui tient du miracle. Aujourd'hui, nous avons des troupes, nous avons des munitions, nous avons du cran, nous avons une France qui est libre envers et contre tous, nous avons une légion, la légion de Gaulle qui se bat contre l'ennemi de toujours. » Donc voilà, là, vous voyez que, et des textes comme ça, il y en a plein. C'est-à-dire que vraiment, le patriotisme est très profondément ancré. Bon. Alors maintenant, s'engager, je vous l'ai dit, il y a plein de femmes qui sont très patriotes, qui s'engagent, mais qui restent civiles. Donc pourquoi franchir ce pas de revêtir l'uniforme? Une des raisons principales que j'ai trouvées, c'est qu'il y a cette volonté de se fondre dans le collectif. C'est-à-dire, l'armée, c'est un ensemble, et les volontaires qui rentrent dedans veulent être prises en main et qu'on leur fasse faire ce pourquoi elles vont être utiles, sans avoir, par exemple, il y a une jeune fille qui s'engage à Haïti, et elle dit, voilà, je ne veux même pas demander quoi que ce soit, savoir où on va m'envoyer, ce qu'on va me faire faire, peu m'importe. Je veux me fondre dans cette armée. Un exemple particulièrement frappant de cette démarche, c'est cette jeune femme, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est probablement la Française la plus connue au monde avant la guerre. Elle s'appelle Ève Curie. C'est la fille cadette de Marie et Pierre Curie. Alors pourquoi c'est ça? C'est assez surprenant, parce qu'en réalité, normalement, c'est le vilain petit canard de la famille, puisqu'elle n'a pas de prix Nobel. Alors que sa mère en a un, sa sœur en a un, son père en a un, et elle est pianiste. Donc, bon, et elle est journaliste, voilà. Bon, c'est une fille un peu à la mode, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une people, mais elle est mondialement connue parce qu'elle a écrit en 1938 une biographie de sa mère, que je vous recommande, qui est une très bonne biographie, et qui a été traduite dans toutes les langues du monde. Voilà. Et donc, elle a fait des conférences très nombreuses aux États-Unis, et c'est une amie du couple Roosevelt. Quand elle va aux États-Unis, elle vit à la Maison-Blanche, enfin, vous voyez, donc c'est vraiment une star. Et en 1940, elle s'engage dans la France libre, et elle est journaliste, et elle va faire ce qu'aucune femme à ma connaissance n'a fait, hein. Elle a fait du journalisme sur tous les fronts de la guerre. Elle est allée sur tous les fronts africains, elle est allée sur le front de l'Est, en Union soviétique, côté soviétique, elle est allée en Chine, elle est allée en Birmanie, elle est allée absolument partout pour faire des articles pour des journaux britanniques et anglais. Donc voilà, une star. Et mi-1943, qu'est-ce qu'elle décide? Elle dit, voilà, il est temps d'arrêter d'être une star, d'arrêter de me battre en mon nom, et il est temps de rentrer dans le collectif. Elle a une expression, je ne sais plus, voilà, elle dit très exactement, hein, parce qu'elle justifie son choix, abandonner le rôle individuel qu'elle jouait dans la guerre pour assumer le rôle modeste d'un soldat dans l'armée. Donc voilà, en revêtant l'uniforme, il y a cet abandon de son statut qu'elle met au service du collectif. Alors, quelle expérience, deuxième question, à part question, quelle expérience vivent-elles? Plusieurs aspects dans cette expérience. La première expérience, je vais aller un petit peu vite, mais c'est toutes ces femmes ont une expérience londonienne. Cette unité a été créée à Londres, et toutes celles qui s'y sont engagées ont vécu à un moment ou à un autre à Londres. Ça veut dire quoi, une expérience londonienne?
l'actualité nous le rappelle toujours, ça veut dire d'abord l'exil et la douleur de l'exil. Toutes ces femmes ont des mots, comme les hommes exactement, mais des mots poignants pour dire ce que c'est que l'exil, ce que c'est que quitter son pays quand son pays est vaincu, et ce que c'est de vivre à l'extérieur. Cet exil est d'autant plus douloureux qu'il s'accompagne d'une mauvaise conscience, précisément parce qu'elles savent que ceux qui sont restés en France souffrent. Et donc, le fait d'être en Angleterre est quand même une souffrance. Alors, cet exil, c'est aussi l'expérience de la mort. En fait, André Labarthe disait « Londres, c'est le front ». En particulier en 40, 41, puis à nouveau en 44, le Blitz, Londres est tapissé de bombes, et par conséquent, elles ont une expérience de la violence de guerre. D'ailleurs, là, vous avez une photo de leur première caserne à Hill Street, en avril 41, bombardement sur Londres, un des gros bombardements sur Londres, et la caserne, une bombe touche pile la caserne, et une des volontaires, Moon Malaroche, est tuée cette nuit-là. Donc voilà, donc il y a cette idée que, contrairement à ce que la propagande de Vichy essaye de faire passer, ceux qui sont à Londres ne se vivent pas du tout comme des planqués. Voilà. Et d'ailleurs, ça contribue beaucoup à leur popularité auprès des Britanniques. Les Britanniques sont très sensibles au fait que les hommes comme les femmes, d'ailleurs, soient venus partager les mêmes risques qu'eux sous les bombes. Voilà, donc ça donne une solidarité. Alors, donc, elles sont londoniennes. Cette identité londonienne va s'effilocher avec le temps, parce qu'il y en a qui vont partir, notamment parce qu'elles veulent rejoindre des zones plus proches du combat par la suite. Par exemple, il y en a qui vont partir au Levant, il y en a qui vont partir en Afrique, il y en a qui vont partir ensuite en Italie. Donc elles vont se rapprocher de ça. Et puis, là, c'est le général de Gaulle qui remet le fanion du corps des volontaires françaises à Hélène Terré le 11 novembre 1942, donc juste après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Vous le savez, ça va prendre un peu de temps, mais le général de Gaulle va aller s'installer en Afrique du Nord, et à partir de là, il y a des femmes qui vont quitter Londres et qui vont, elles aussi, aller s'installer à Alger. Bon. Donc, il y a cette expérience londonienne malgré tout. Deuxième aspect de l'expérience, qui est peut-être le plus spécifique, c'est l'expérience de la vie militaire. Ces femmes, pour la première fois, font l'expérience de la vie militaire. Alors, pour comprendre le rapport qu'elles ont à cette vie militaire, c'est un rapport un peu paradoxal, elles ont un rapport un peu ambigu. On peut essayer de comprendre comment elles vivent, par exemple, leur uniforme. Quand on lit ce qu'elles pensent de leur propre uniforme, vous avez vraiment des réactions très contrastées. D'un côté, elles sont hyper fières de porter l'uniforme. Elles sont hyper fières de défiler, par exemple. Défiler devant le général de Gaulle, elles défileront, y compris en 1944, en 1945, sur les Champs-Élysées. Enfin, il y a une énorme fierté à défiler. Elles défilent en même temps que les hommes, donc, enfin, constituées en unité, mais au même moment que les hommes. Donc c'est une fierté considérable. Elles se promènent en uniforme, là, il y a vraiment ça. Et en même temps, elles détestent cet uniforme. Elles détestent d'abord parce qu'elles le trouvent très moche, et que les femmes françaises de cette époque, surtout quand elles sont à l'étranger, elles considèrent que quand même elles représentent la France, et que leur avoir donné des uniformes aussi moches, c'est pas humain. Voilà. Alors donc qu'est-ce qu'elles font? Parce qu'à l'époque, toute femme sait coudre, eh bien, elles transforment leur uniforme. Elles coupent, elles descendent, elles diminuent un petit peu, machin, et elles sont punies toutes les unes après les autres, parce que, évidemment, à l'armée, on n'a pas le droit d'adapter son uniforme. Voilà. Mais, donc vous voyez, il y a ce rapport-là, alors qu'on retrouve sur tous les sujets. Par exemple, la vie de caserne. La vie de caserne, pour la première fois, c'est la première fois que vous avez des femmes qui vivent en caserne. Alors, soyons honnêtes, ça ne ressemble pas quand même trop à une caserne. Ça ressemble plutôt à un hôtel particulier, mais enfin bon, avec des chambres collectives, etc., avec une promiscuité. Et je vous ai parlé tout à l'heure de cette diversité sociologique. Ces jeunes femmes n'ont jamais côtoyé de personnes d'un autre milieu que le leur. Certaines avaient déjà l'expérience d'un monde clos. Par exemple, pas mal sont passés par les écoles privées, des internats privés, etc. D'ailleurs, Tereska, quand elle arrive, sa commandante, elle lui dit « ma mère ». Elle l'appelle « ma mère » parce qu'elle n'a pas encore abandonné l'habitude de l'appeler comme ça. Bon, mais là, dans la caserne, on se retrouve avec des femmes qui viennent de milieux extrêmement différents, et la cohabitation est
très compliqué, très très compliqué. Voilà. Donc il y a ça. Et puis, donc il y a la caserne. L'armée, c'est la hiérarchie. L'armée, c'est les officiers. Alors les officiers, qui sont tous des femmes. Officiers, sous-officiers sont tous des femmes. Pour la première fois, on a une unité qui est encadrée par des femmes. Alors les officiers, ça ne pose pas trop de problèmes, parce que les officiers, de toute façon, ils sont sur la Lune, à l'époque. Hein, officier, femme de troupe, c'est deux mondes qui se croisent quasiment jamais. Elles sont trop loin pour pouvoir même parler, en fait. C'est pareil chez les hommes, hein, les officiers sont extrêmement loin. Mais les sous-officiers, c'est différent. Les sous-officiers, en fait, très souvent, ils sont issus du rang. Ça veut dire que c'est les femmes du rang qui passent un examen et qui sont promues sous-officiers. Et là, tout le temps, ça se passe mal. Voilà. Les sous-officiers sont considérés comme des brutes épaisses. L'idée qu'une autorité serait plus douce parce qu'elle est féminine est un mythe. Voilà. Donc, elle considère que ce sont des bêtes sanguinaires qui veulent uniquement leur mal. Et donc, elle ne rêve que d'une chose, à part la vengeance, et ça arrive, mais c'est de quitter la caserne. Voilà, et elles vont faire tout ce qui est possible pour, effectivement, réussir à quitter la caserne. Et puis, le troisième aspect de leur expérience est lié ni à la guerre vraiment proprement dite, mais il est lié à leur âge. Vu leur âge, pour beaucoup de ces femmes, en fait, ces jeunes femmes, en fait, cette période, c'est une période d'entrée dans la vie, en fait, de découverte de la vie avec tout ce qu'il y a dans la vie. Et avec ce paradoxe que, Tereska l'écrit très noir sur blanc, hein, c'est que c'est une vie très réglée, avec les règles militaires qui s'appliquent, mais à côté de ça, c'est une vie très libre, pour une raison simple, il n'y a pas papa et maman. Et dans des sociétés dans lesquelles les parents contrôlent très étroitement, surtout le comportement des filles, eh bien évidemment, le fait d'être à l'armée, le fait bien sûr d'obéir, mais ensuite de pouvoir sortir le soir, de pouvoir voir qui on veut, etc., fait qu'elles découvrent la vie, que vous en avez une soixantaine qui vont se marier pendant la guerre. Hein. Alors, peu en 40-41, il faut que ça se chauffe, et puis à partir de 43, ça monte en puissance. Il y en a beaucoup qui se marient en 1943. Voilà. Donc, et puis, bon, il y a l'apprentissage de la sexualité, il y a tout ça. La caserne, d'ailleurs, est aussi un endroit qui accélère ça, cette fois parce qu'il y a différentes générations. Il y a différentes générations dans le même lieu, donc il y a ce que j'appellerais des transferts d'expérience, voilà, vers les plus jeunes. Alors, j'ai travaillé beaucoup cette question-là, on pourra éventuellement en reparler, sur leur vie intime, comment on arrive à connaître leur vie intime, quels problèmes se posent. J'en aborde juste un ou deux, allez. Par exemple, le rapport aux hommes. Donc je vous dis, c'est une caserne, il n'y a que des femmes, l'encadrement est féminin, etc. Je n'ai pas trouvé, par exemple, de traces de problèmes de rapport entre hommes et femmes. En fait, le problème n'est pas celui des rapports entre hommes et femmes, c'est celui, encore une fois, de la hiérarchie. C'est-à-dire qu'à Londres, vous avez l'encadrement féminin, puis au-dessus, que des hommes. Et les hommes de la France libre qui sont à Londres sont des officiers haut gradés qui ont tout un tas de privilèges, des grosses soldes, enfin des soldes d'officiers, donc assez gros. Ils ont des clubs particuliers, des restaurants particuliers où ils peuvent inviter, donc voilà, ils peuvent jouer les pachas. Et puis, ils sont seuls souvent. Donc vous avez deux populations. Une population d'hommes plus âgés, seuls parce que les familles sont restées en France, etc. Et puis une population de jeunes femmes qui cherchent à découvrir la vie et à s'amuser. Bon, forcément, ça donne lieu à tout un tas d'aventures. Et Hélène Terré a ces mots très, très raides quand elle va voir le général de Gaulle en parlant de la solde des volontaires françaises. Elle lui dit, mon général, cette solde, elle est trop basse. Et en fait, c'est une vraie incitation à la prostitution. Donc, voilà, les choses sont assez claires. Hein, et Hélène Terré va se battre contre les officiers masculins supérieurs qui ont tendance à considérer qu'ils peuvent disposer des volontaires un peu comme ils veulent. Voilà. Évidemment, si on va dans le domaine de l'intime, pour une femme, la guerre, c'est aussi l'attente et la douleur. Ces jeunes femmes, ou ces femmes d'une façon générale, parce que pour les moins jeunes, c'est vrai aussi, elles ont des frères, elles ont des pères, etc., qui sont dans les forces combattantes et dont elles perdent la trace. Tereska, dont je vous ai dit que c'était une amie très chère, Tereska, c'est une jeune fille très particulière. Hein, elle voulait être bonne sœur, voilà, donc elle avait un rapport avec les garçons évidemment un peu bizarre, mais elle découvre l'amour
en 1943-44. Elle se marie en mai 1944 avec Georges Torres, le fils, peut-être vous connaissez, d'Henri Torres, le grand avocat français. Donc il se marie en mai 1944 et 2 mois plus tard, Georges Torres, c'est après le débarquement, part en Normandie et elle n'entend plus parler d'eux. Et en fait, en octobre 1944, il est tué sur le front. Il est tué sur le front et elle est enceinte. Et elle accouchera début 1945, donc, d'une petite fille qui est très bien portante, voilà, parce qu'elle a la chance d'être bien entourée. Une autre jeune fille, une héritière de Kropotkin, a exactement le même profil. Jeune fille, voilà, elle se marie avec un soldat de la France libre, elle tombe enceinte, son mari est tué sur le front, et elle a personne autour d'elle, elle est tout à fait seule, et elle se suicide. Voilà. Donc vous avez voilà, des histoires qui sont assez dramatiques. Alors, que font-elles? Que font-elles? Là, là, il y a un petit paradoxe, là aussi. Vous avez là 2 images, l'une de... Alors, celle qui est en haut, elle est de 41 ou 42, je ne sais plus, et celle du bas de 44. La propagande diffuse ce genre d'images. Ce sont des images, des photos qui sont prises pendant la formation des volontaires françaises. Donc, pendant leur formation, on leur enseigne à se servir d'armes à feu. Le paradoxe, c'est que par la suite, elles n'auront plus jamais l'occasion de s'en servir. Voilà. Dans les armées occidentales, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes n'ont pas accès au feu. Jamais. Ni chez les Anglais, ni chez les Américains, ni chez les Allemands, ni chez les Français. D'accord ? Là, vous avez une énorme différence avec ce qui se passe à l'Est. Dans l'armée rouge, 500 000 femmes sont soldates. Et quand on dit soldates, si vous connaissez, peut-être vous connaissez Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature, qui a écrit son premier livre, s'appelait « La guerre n'a pas un visage de femme », à partir d'interviews de femmes de l'armée rouge. Là, vous avez tout. Les femmes dans l'armée rouge, elles sont pilotes de chasse, pilotes de chars, tireurs d'élite, snipers, enfin tout, comme les hommes, exactement comme les hommes. Dans les armées occidentales, ça n'est pas le cas. Leur rôle, ça va être essentiellement de remplacer des hommes. En fait, l'idée, c'est de remplacer les hommes là où elles le peuvent pour libérer des hommes qui vont, eux, pouvoir s'engager dans les forces combattantes. Voilà. Alors, donc ça veut dire qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire elles vont occuper des emplois qui sont plus ou moins féminins, pas toujours. Par exemple, évidemment, beaucoup vont être dactylos, c'est des métiers qui sont typiquement féminins à l'époque, mais beaucoup vont être conductrices, pas très féminin, conductrices à l'époque. Elles vont être plantons, gardes, c'est pas non plus du tout féminin. Certaines vont occuper le même... Alors, il y en a beaucoup qui vont être dans le domaine infirmière, ou certaines qui vont avoir des emplois qui ressemblent à ce qu'elles faisaient avant la guerre. Par exemple, celle qui gérait un restaurant, c'est elle qui gère la cantine de la France libre, de l'état-major, etc. Bon, souvent, c'est assez proche. Et très souvent, en fait, alors, celles qui sont contentes de leur sort, enfin, qui ne s'en plaignent pas, on n'a pas de traces, en fait. Hein. La plupart de ces femmes, elles se sont engagées pour faire ce qu'on leur a demandé de faire. Elles ne se plaignent pas et elles s'y plaisent. Il y en a une, par exemple, Claire Chicoteau, qui, pendant toute la guerre, va taper des télégrammes à la machine. Voilà. Et Tereska, qui la regarde faire, elle tourne folle, elle tape des télégrammes des services secrets, c'est-à-dire des télégrammes chiffrés, c'est des suites de lettres, vous ne comprenez rien, vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit. Et elle est très contente, enfin voilà, c'est son boulot, ça lui plaît. Mais il y en a plein d'autres pour qui ça ne suffit pas. Il y en a plein d'autres qui ne se contentent pas du tout de ce rôle, qui veulent, elles, au contraire, faire davantage, et pour lesquelles il va y avoir un vrai sentiment de déception qu'elles vont exprimer. Voilà. Elles sont entrées là avec un certain nombre d'images, de rêves, et elles vont être extrêmement déçues. Je vous lis juste quelques extraits. Par exemple, Raymond Jor, je vous ai montré tout à l'heure la néo-calédonienne, dont je vous ai lu un texte, elle écrit « Ma place n'est pas au volant d'une voiture à faire le taxi ». Voilà. Et Tereska, toujours Tereska Torres, Schwartz, qui écrit en janvier 1942 « Je m'ennuie. Je m'ennuie terriblement, sans fin. Je m'endors d'ennui. Je voudrais faire plus, faire quelque chose. » Voilà. Donc là, vous voyez la déception. Et d'ailleurs, il y a un officier masculin qui, à peu près à la même époque, écrit « Il y a un réel abus de ces conductrices qui s'étaient engagées pour servir la France et qui comprennent qu'en fait, elles ne sont que des domestiques. » Donc voilà, il y a ce sentiment
très très profond hein, de déception. Alors qu'est-ce qu'elles veulent, ces jeunes femmes qui veulent plus? D'abord, elles voudraient partager les risques des soldats. La plupart, elles ne veulent pas forcément combattre elles-mêmes, elles ne veulent pas forcément prendre une arme pour combattre, mais elles veulent aller au plus près possible du danger, en fait sur le front, juste en arrière du front, pour être avec les hommes au danger. Et certaines vont d'ailleurs y arriver. Je vous ai parlé tout à l'heure de jeunes femmes qui vont aller en Italie, par exemple, qui vont suivre les troupes en Italie, ou il y en a un certain nombre qui vont aller en Normandie, juste après le débarquement. Jeannine Serrel, par exemple, Jeannine Serrel, elle débarque juste après les troupes, et elle est souvent la première femme à entrer dans les villes à peine libérées, et parfois elle se retrouve en plein milieu en fait, des combats. Il y a un cas qui est à mon sens assez significatif, peut-être vous avez déjà entendu parler du colonel Chandon, peut-être pas, mais enfin il est compagnon de la Libération, donc il est relativement connu dans un petit milieu parce qu'il est mort à Carhaix en août 1944. En fait, il est rentré dans la ville de Carhaix en pensant que la ville était libérée, donc il est rentré très... Et en fait, la ville n'était pas libérée, les Allemands étaient là, il a croisé une colonne d'Allemands qui a mitraillé la Jeep et il est mort. Voilà. Et il est devenu compagnon de la Libération. Et on ne dit pas qu'en fait, dans cette Jeep, il était le seul homme. Les 3 autres sont des femmes du corps des volontaires françaises. Aucune des 3 n'a été tuée, mais elles ont enfin 2 ont été laissées pour mortes sur place par les Allemands et ont été soignées ensuite pendant des années à cause des blessures qu'elles ont reçues là. D'accord ? Donc elles peuvent être très 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 proches du front et en subir les conséquences. Donc pour elles c'est compliqué. Pour elles c'est compliqué et finalement l'action clandestine, les services secrets vont leur offrir parfois l'occasion de contourner cette interdiction qui est faite aux femmes de combattre elles-mêmes. Et donc, vous avez une vingtaine de ces volontaires qui vont s'engager dans les services secrets. Au départ, les services secrets ne veulent pas d'elles. Jusqu'en début 1943, ils disent non, les services secrets français. Et puis, à partir de 1943, toujours pour les mêmes raisons, hein, ils n'ont pas assez de monde, donc ils acceptent les femmes. Ils acceptent les femmes. Alors, je vais aller un petit peu vite, juste pour vous dire, parce que je voudrais vous laisser le temps de poser quelques questions. Qu'est-ce qu'elles font quand elles sont parachutées? Il y en a 8 qui sont parachutées en France occupée. Qu'est-ce qu'elles font? Elles peuvent faire des choses, alors c'est le cas par exemple de Petit Jean, elle est agent de liaison. Agent de liaison, c'est une fonction dans la résistance qui est souvent féminine. Mais beaucoup d'autres vont être, comme Monique Lebaille, vont être radio, opératrice radio. Opératrice radio, c'est une drôle de fonction pour une femme à l'époque. C'est une fonction qui est considérée comme féminine parce qu'elle se passe en intérieur. Donc il n'y a pas besoin de se mélanger avec les autres, on l'enferme dans une pièce avec sa radio et elle est bien sage. Et en même temps, ce n'est pas tellement féminin parce que pour être radio, il faut un bagage technique que les femmes n'acquéraient pas à l'école à cette époque-là. Donc rares étaient les femmes qui avaient le bagage technique initial. Donc celles qui sont devenues radio, ce sont généralement de très jeunes femmes, elles ont eu à compenser un retard important. Le cas de Monique Lebaille est très intéressant parce qu'elle a rejoint celui qui deviendra son mari dans un réseau de renseignement. Son mari, les services secrets considèrent qu'il ne fait pas très l'affaire et donc pas très bien l'affaire, transfère la responsabilité du réseau à Monique Lebaille, donc c'est une femme qui prend la responsabilité du réseau, mais après la guerre, c'est le mari qui a écrit ses mémoires. Philippe Vallat, qui est devenu une petite star, voilà, et elle n'en a pas parlé. Bon, je passe vite, elle est radio, Josiane Somers, et elle a été parachutée en France quelques jours après sa mère, et elles devaient faire une mission ensemble en France. Finalement, elles ne se sont jamais retrouvées en France, donc elles ont fait une mission chacune de leur côté. C'était une excellente opératrice radio. Donc ça, c'est les opératrices radio. Et puis, il y a Jeanne Boeck, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Jeanne Boeck a écrit ses mémoires qui s'appellent « La plastiqueuse à bicyclette ». Elle, c'est une exception parce qu'elle est instructrice de sabotage. Alors là, ce n'est pas du tout féminin pour l'époque, pas du tout. Elle a un parcours qui est exceptionnel. À 18 ans, 19 ans, elle était étudiante en chimie mathématique à Brest et elle s'évade le 18 juin 1940 de Bretagne. Elle se réfugie et en Angleterre, elle se fait engager dans un laboratoire qui confectionne des explosifs, enfin qui apprend aux agents secrets qui vont partir en France à confectionner des explosifs avec les produits du commerce, pour le cas où ils n'en auraient plus. Et puis,
elle demande au service secret, à un moment elle en a marre, et elle demande à partir elle-même pour appliquer ses propres recettes en France. Et en 1942, on lui dit non, en 1943, on lui dit oui, parce qu'on a besoin. Et elle suit tout enfin, c'est un entraînement très très rude, hein. Elle est toute petite, elle mesure 1,50 m, on a tous les rapports de formation, donc c'est assez marrant de voir comment elle se comportait. Bon, très jeune femme hyper volontaire, elle est parachutée près d'Alençon, et puis ensuite elle fait le tour de la Bretagne avec sa petite valise, ses petits explosifs, ses mitraillettes et tout ça, et elle apprend au groupe de résistants à se servir du matériel qui arrive d'Angleterre, qui est parachuté d'Angleterre. Donc voilà, elle fait ça, elle fait tout le tour de la Bretagne. Et puis juste après le débarquement, qu'est-ce qui se passe? Arrivent des hommes qui sont parachutés en uniforme, des hommes des forces spéciales, les SAS, etc. Et à ce moment-là, on lui interdit de porter une arme. Elle a beau expliquer qu'elle sait quand même mieux s'en servir, vu qu'elle a suivi toute la formation en Angleterre, etc., que les jeunes FFI à qui on confie ces armes qui viennent juste d'arriver d'Angleterre, mais rien n'y fait. Ces hommes lui interdisent même de porter un pistolet. Et donc, elle devient agent de liaison, un rôle plus typiquement féminin pour l'époque. Voilà. Donc, ça vous montre la puissance hein, quand même des stéréotypes de l'époque. Alors, juste quelques mots pour conclure, pour vous dire que c'est très compliqué de savoir ce qu'elles sont devenues après la guerre. Pour plein de raisons, à la fois parce que ce sont des femmes que les femmes ont, c'est pas une habitude, on leur impose, mais elles changent de nom. Elles changent de nom, et plus souvent qu'à leur tour pour les 600, là. Et donc, c'est très, très compliqué de retrouver leurs traces. Ensuite, beaucoup sont étrangères, et beaucoup ont vécu dispersées dans le monde entier. Et donc, on a du mal à savoir. Une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'elles sont restées dans l'armée? Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout le projet initial. Hélène Terré, par exemple, 1940, 41, 42, même 1943, elle s'applique à rassurer les hommes. À chaque fois qu'elle prend la parole, tout ce qu'elle écrit, c'est « Ne vous inquiétez pas, on est là parce qu'on a besoin de nous, mais dès que la guerre est finie, promis juré, on retourne à la cuisine. » C'est exactement ce qu'elle dit, d'accord? Et puis en 1944, elle change d'avis. En 1944, elle change d'avis et finalement, elle va se battre pour que les femmes puissent s'engager. D'abord, elle va se battre pour que les femmes qui s'engagent en Afrique du Nord, je vous ai dit, il y a des milliers de femmes qui s'engagent dans l'armée d'Afrique. L'armée d'Afrique, elle a été créée par le général Giraud, pas par le général de Gaulle. Et c'est une armée traditionnelle. Les femmes qui s'engagent dans l'armée d'Afrique ne sont pas militaires. Elles sont en uniforme, comme dans l'armée française d'avant-guerre. Et pour Hélène Terré, ça, c'est juste pas possible. Et donc, elle va se battre en disant, on ne va pas refermer l'expérience du corps des volontaires françaises qui a été à Londres, non, on va généraliser ce qu'elles ont acquis à Londres, ce statut militaire, à toutes les femmes qui s'engagent, y compris à ces femmes d'Alger. Et c'est elle qui va gagner. Et donc effectivement, là on a un impact très fort, hein, cette expérience de Londres va être généralisée à ces femmes qui s'engagent en Afrique du Nord, qu'on va appeler les AFAT, puis après la guerre les PFAT. Et à la fin de la guerre, elles sont 15 000. Ces 15 000 femmes auront le statut militaire du fait de l'engagement des volontaires françaises. Et puis après la guerre, juste après la guerre, on va les renvoyer dans leur foyer, comme après chaque guerre, mais il n'empêche que certaines vont réussir à rester dans l'armée. Je ne résiste pas, et je terminerai sur son cas. Danielle Rédé, elle a une histoire exceptionnelle, elle était engagée dans Libération Sud, donc dans la résistance. Elle était opératrice radio des PTT, donc elle savait déjà le faire. Elle s'apprêtait à prendre en charge un poste radio du mouvement Libération Sud quand elle a été arrêtée à Toulouse. Elle a été emmenée au siège de la Gestapo avec l'homme avec qui elle était, et par un mouvement, l'homme a essayé de s'échapper, il a été repris, mais dans la panique, elle a réussi à s'évader. Elle s'est évadée, elle s'est cachée dans un hôtel, elle a franchi la frontière espagnole, elle est arrivée à Londres, elle s'est portée volontaire, elle s'est engagée, elle s'est portée volontaire pour repartir en mission en France, et les rapports d'entraînement qu'on a d'elle sont fabuleux parce qu'elle est terrorisée. Elle est terrorisée, elle a été complètement marquée par son arrestation par la Gestapo, et l'idée d'être à nouveau arrêtée la terrorise. Donc elle fond en larmes régulièrement, etc. Elle est accompagnée par les formateurs, mais elle tient jusqu'au bout, elle suit sa formation jusqu'au bout. Elle est parachutée en France, elle a sa mission jusqu'en août 1944 qu'elle réussit à la perfection, et ensuite, au lieu de repartir dans sa cuisine, elle part en Indochine, et c'est la seule femme à avoir été parachutée en Indochine, occupée par les Japonais. Voilà, je terminerai sur son cas. Merci beaucoup.